à tous et bienvenue sur Mosaïque. Qui dit dernier vendredi de juillet dit aussi dernier best-of. Et oui, malheureusement, c'est déjà la fin, mais cette semaine, les Estival on Tour ont fait de très belles étapes. Alors, on était à la Petite Pierre, à Beach, à Saint-Réunion et à Niederbronn. Et partout où on est passé, on a eu un super accueil. Vous allez pouvoir le voir. Voici le résumé des meilleurs moments. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On commence notre dernière semaine d'Estival on Tour en faisant étape à la Petite Pierre. Bienvenue à la Petite Pierre, le cœur battant des Vosges du Nord. Classée réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO, cette commune d'à peine plus de 600 habitants dispose d'innombrables ressources touristiques naturelles, architecturales et culturelles. Plusieurs musées ont pris place dans des bâtiments emblématiques de la ville, comme le musée du Sceau alsacien dans l'ancienne chapelle catholique de Vauban. Le château était la résidence des comtes de Lutzelstein et en particulier de Georges-Jean de Veldenz, dit Gérians. Classé monument historique en 1922, il abrite actuellement le siège du parc naturel régional des Vosges du Nord. Située derrière l'actuelle mairie, la maison des Païens, construite en 1534 sur un gros rocher, domine la vallée. Elle tient autant de l'architecture militaire que civile et sert actuellement de lieu d'exposition. Avec une superficie de 2099 hectares, dont plus de 49 de surface boisée, les alentours du village sont le paradis des randonneurs et des amoureux de la nature. Le grès des Vosges est présent partout, à la fois dans le paysage et sur les maisons. Pas de colombage ici ou très peu, l'habitat des Vosges du Nord est de grès rose, tout comme son festival de jazz estival. Géographiquement, la Petite Pierre est découpée en plusieurs petites entités. Le Shtetl et la ville féodale, c'est le château qui a conditionné son allure. Se dessinent ensuite le faubourg et les quartiers et lieux-dits limitrophes. 2 hameaux au sud du ban communal, Kohltal et Imstal, et 2 lieux-dits situés sur la limite communale, la Rotlach et le Lostal. Destination touristique de charme, ici profitez à votre gré des Vosges du Nord. Coucou Julia, coucou tout le monde. Alors oui, ils sont prêts à en découdre. On a aujourd'hui dans l'équipe bleue 2 filles, on a Roman et Madison. Et dans l'équipe rouge, on a 2 garçons qui sont frères et on a Emeric et Gaël. Alors on va tout de suite avec eux débuter le premier défi. Et je vous laisse avec les explications et on se retrouve tout de suite après. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, mes 2 équipes sont prêtes, alors on va tout de suite donner le top départ. Allez-y, mettez le ballon et vous pouvez y aller. Alors, dans le public, on peut les encourager. Alors les filles, il va falloir. Alors allez-y, placez-le bien, mettez-le bien, peut-être un peu plus haut pour qu'il tienne bien, appuyez bien dessus. Allez les filles. Alors les garçons pour l'instant sont déjà au 2e passage. Les filles, vous vous décalez un petit peu trop vers le haut, redescendez, ok. Allez, on va laisser les filles terminer. Ok, super. On peut les applaudir bien fort. Les garçons, vous avez réussi encore le dernier passage? Non, toujours pas. Allez-y les filles, vous êtes en train de rattraper les garçons. Concentrez-vous bien. Ok. Allez. Ok, super, on peut arrêter le jeu. Alors vous pouvez applaudir bien fort l'équipe rouge. Ils ont réussi ce défi avec brio. Vous pouvez revenir à côté de moi pour l'instant. Revenez à côté de moi, comme au départ. Alors, pour l'instant, du coup, c'est l'équipe rouge qui gagne le premier défi. Félicitations les garçons. Est-ce que c'était facile ou finalement quand même un peu compliqué? C'était un peu assez compliqué. Mais vous avez réussi quand même? Ouais. Bah voilà, alors ça devrait très bien se passer pour les autres défis par la suite. Les filles, pas trop déçues? Non. Vous êtes confiantes pour la suite? Oui.
La petite histoire du jour s'intéresse à un tout petit élément du patrimoine de la Petite Pierre. Peut-être ne l'avez-vous même jamais vu. Il s'agit du banc de Napoléon ou banc du roi de Rome qui se trouve à la sortie du village en direction de Petersbach. Même s'il n'a aujourd'hui plus vocation à accueillir le voyageur fatigué, ceci est un banc, et pas uniquement un élément de décor. En Alsace, on recense plusieurs types de bancs reposoirs construits au cours du 19e siècle. Ils permettaient à la population de se reposer au cours des longues distances qu'ils parcouraient à pied. Certains reposoirs, à linteau, pouvaient accueillir la charge que les femmes portaient sur la tête, ou bien pouvaient aider un cavalier à monter à cheval. Celui-ci est un Nabelbank, banc de Napoléon. 125 bancs comme celui-ci ont été construits aux frais des communes en 1811-1812 pour commémorer la naissance de l'Aiglon, fils de Napoléon Ier et Marie-Louise d'Autriche. Le préfet avait écrit aux municipalités les recommandations suivantes concernant ces monuments de pierre. Derrière ces bancs seront plantés 4 à 5 arbres. Il faut qu'un jour chacun dise, en se reposant sous ces ombrages, « Nous le devons au roi de Rome ». Bonjour, je suis Denis Lavoyer, j'habite à la Petite Pierre. Je suis artiste si vous voulez, je suis entré aux Beaux-Arts en octobre 1960 et depuis j'ai pas arrêté de faire diverses activités artistiques. Voilà. J'ai retravaillé un peu tout. Disons que les murs, les plafonds, il y a des plafonds peints, il y a des pavés dans la cour qui représentent des choses, etc. Donc, il y a toutes les techniques. Bon, j'ai commencé ma vie en faisant de la peinture et de la déco. De la déco, je suis passé à la restauration de fresques pour les monuments historiques. Ensuite, je suis passé au décor de théâtre. J'ai fait du décor de théâtre à Paris pendant 20 ans. Ensuite, du décor de théâtre, je suis passé au décor d'exposition. Et puis après, j'ai fait mes propres expos. Pour l'instant, on appelle ça atelier-musée parce que j'y travaille toujours. Et puis, il y a des tas de collections. Donc, il y a à la fois de la peinture, il y a de la sculpture, il y a des insectes, etc. Disons qu'un insecte, un papillon, c'est un tableau en tant que tel. C'est une multitude de petites couleurs sur chaque papillon, donc c'est des minuscules petits tableaux. Il faut que ça évolue tout le temps. Il ne faut pas que ce soit un endroit mort, il faut que ce soit vivant. Donc il faut que ça... Je rajoute, j'enlève, je transforme en permanence. C'est jamais fini, c'est... Il faut dire au bon Dieu qu'il me rajoute encore une centaine d'années pour avoir le temps de finir, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Beach. C'est l'étape du jour des Estivales On Tour, une occasion unique de vous faire découvrir la ville sous toutes les coutures. On vous montrera aussi vue du ciel dans la carte postale aérienne. Bienvenue à Beach, capitale du Beacherland. L'histoire de la ville est indissociable de celle de la forteresse qui la surplombe et autour de laquelle les rues se sont naturellement enroulées. C'est la citadelle qu'on voit en premier en arrivant à Beach, d'où que l'on vienne. Une forteresse que l'on doit à Vauban. En 1680, chargé de la construction du nouveau château de Beach, il fait entourer les bourgs de Kaltenhausen et de Rohr d'une enceinte bastionnée, créant ainsi une véritable place forte qui prend le nom de Beach. La forteresse résista à l'ennemi en 1793, 1814, 1815 et en 1870. C'est ce dernier siège défendu par le commandant Tessier et ses hommes qui vous est conté lors de votre visite de la citadelle. Équivaut à la ville sa devise « Je mords derrière comme devant ». Beach est historiquement une ville de garnison et a bien failli perdre ce statut.
Heureusement, en 2010, le 16e bataillon de chasseurs à pied y prend ses quartiers. Bitche compte aujourd'hui un peu plus de 5000 habitants. Ville paisible et proche de la nature, elle est labellisée station verte de vacances et plus beau détour de France. Fière de ses 4 fleurs, la ville est ponctuée de jardins qui évoluent chaque année avec en point d'orgue le Jardin pour la paix, au pied de la citadelle. Ce dernier est le symbole d'une ville en paix avec son histoire. Écrin de verdure au cœur du parc naturel des Vosges du Nord, Bitche mise sur le tourisme avec son golf sur la colline du Kindelberg, son patrimoine architectural et naturel. Hors les murs, l'étang de Hazelfurt et son village de vacances est un havre de paix et de ressourcement dédié au sport, à la détente et aux loisirs pour tous. Un joli point de départ pour découvrir la ville et le Beacherland. Il y en a plusieurs, mais le plus répandu des sobriquets pour les Bitchois, c'est Ramparicha, c'est-à-dire les gens qui déménagent les remparts. Et ce sobriquet, il n'est pas volé parce qu'en 250 ans, les Bitchois ont déplacé 5 fois des remparts. Alors ça a commencé avec le château fort médiéval des comtes de Zweibrücken-Bitche qui, au pied du château, bien sûr, il y avait un village, Kaltenhausen, c'est l'actuel centre-ville. Et ce Kaltenhausen, bien sûr, était protégé par des remparts dans lesquels, qui faisaient le tour du village, avait 2 portes, une qui allait vers Strasbourg et une autre vers l'abbaye de Surselbronn. La deuxième enceinte, elle vient un peu plus tard avec Vauban. Quand les Français sont arrivés à Bitche en 1680, il a vu l'état des remparts et il a décidé de faire une nouvelle enceinte pour le village de Kaltenhausen. La citadelle, à la fin du siècle, du XVIIe siècle, a été rasée après le traité de Ryswick où les Français ont de nouveau dû évacuer la Lorraine et donner le tout au duc Léopold. Et il a fallu attendre une 50aine d'années jusqu'à ce que, sous Louis XV, Stanislas Lesinski, duc de Lorraine, autorise le roi de France à reconstruire les forteresses qui avaient été démolies par les Français en partant. Et donc c'est là qu'intervient Cormontaigne, l'ingénieur militaire, qui reconstruit en priorité la citadelle entre 1740 et 1754. La 4e enceinte, c'était pendant la Révolution française. L'ingénieur militaire qui était à la citadelle, Jean-Baptiste Bizot, il décide également de protéger la population en faisant un mur de 3 mètres de haut, mais pas très épais, un demi-mètre d'épaisseur, c'est rien par rapport au mur de Vauban. Dernière enceinte, la 5e, donc, c'est celle qui a été construite par son fils, le Michel Brice Bizot. Elle était quand même très importante, c'était une enceinte de 3 km autour de la ville qui encerclait donc toute la ville, le faubourg et même les collines environnantes pour que l'ennemi ne puisse pas s'installer sur les collines comme le fort Saint-Sébastien, la Roche-Percée. Toute cette enceinte, malheureusement, n'a pas servi à grand-chose pendant le siège de 1870, mais il a quand même donné du boulot pendant une quinzaine d'années aux habitants du pays de Bitche. Alors, on va bientôt être prêts. Je vous laisse tout de suite avec les explications et je reviendrai tout à l'heure avec les 4 enfants. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous! Alors, mes 2 équipes sont en place, on va pouvoir lancer le jeu. En face, n'hésitez pas, alors ceux qui vont tirer, n'hésitez pas, ceux qui ont les cibles, n'hésitez pas à leur dire s'ils tirent assez fort, assez loin, plus à droite, plus à gauche. Dans le public, on est toujours là pour les encourager et on va pouvoir leur dire « c'est parti !» Alors, ils vont lancer leur première balle ou leur première flèche. Allez-y les garçons. Alors, sans regarder sous ton bandeau, hein, s'il te plaît, on ne triche pas Baptiste. Oui, tu peux y aller, Victor, quand tu veux. Alors, vise un petit peu plus haut si tu peux. Du côté des bleus, on s'en sort plutôt pas mal. Alors, Baptiste a une technique que j'avais encore jamais vue jusqu'à maintenant. Il lance en cloche. Pourquoi pas, ça a l'air de marcher.
Alors, ouais, super, on peut les applaudir bien fort déjà. Ils arrivent déjà à viser pas mal la cible. Du côté des rouges, on s'en sort bien, du côté des bleus aussi. Alors, Victor, il lui reste encore ses balles. Ok, super, on peut les applaudir bien fort. Alors, revenez avec nous. Revenez avec moi, je veux dire plutôt, parce que je suis toute seule, je crois, pour l'instant. Alors, venez chacun de votre côté comme au début. L'équipe rouge à ma droite, l'équipe bleue à ma gauche. On va montrer les cibles. Alors, mettez-vous bien face aux caméras. Baptiste, tu te mets bien. Ouais, comme ça, nickel. Alors, j'ai en main la cible de l'équipe bleue. Donc, on voit qu'il y a 2 flèches et 4 balles accrochées. On peut les applaudir bien fort. Du côté des bleus, on a 3 balles et seulement 1 flèche. Donc, on peut dire que c'est encore l'équipe rouge qui l'emporte. Félicitations. J'ai l'impression que tu es content. Oui. Un siège historique. À Bitche, tout le monde connaît le fameux colonel Tessier. Une rue et le lycée de la ville portent son nom. Et dans la forteresse, on vous raconte son histoire. C'est en tant que commandant de la place de Bitche qu'il montre sa grande ténacité en soutenant le siège de la citadelle durant 7 mois, du 8 août 1870 au 26 mars 1871, avec moins de 3000 hommes contre 20 000 Prussiens et Bavarois stationnés tout autour de la ville. Selon ses propres mots, il est résolu à tenir la place jusqu'au bout. Le bout, c'est l'ordre de sa hiérarchie de rendre les armes. Le commandant Tessier remet les clés de la place à son homologue allemand le 26 mars 1871. Avec les troupes françaises, il quitte la place avec les honneurs de la guerre, dispensé d'avoir à défiler devant les troupes allemandes. Le bilan du siège est de 186 morts français et 23 morts allemands. Bonjour à tous et bienvenue à Sarre-Union, avant-dernière étape des Estivales On Tour. C'est parti pour une demi-heure d'émission. Ça va être le temps d'essayer de vous faire découvrir au maximum cette commune d'Alsace-Bossu. Vous allez même pouvoir la survoler grâce à la carte postale aérienne qui a été filmée avec le drone de Mosaïque. Bienvenue à Sarre-Union. La capitale d'Alsace-Bossu est le fruit de la réunion de 2 cités séparées par la Sarre et un pont, mais bien plus encore. Depuis 1707, en effet, les 2 cités ne se faisaient face que pour se narguer et rivaliser de plus belle, ignorant qu'un jour elles seraient réunies à tout jamais. Rive droite, la cité médiévale de Buchenum, majoritairement catholique jusqu'à la Révolution. Détruite pendant la guerre de 30 ans, son formidable renouveau lui vaut le surnom de Petit Strasbourg, engendrant dans et hors les murs une véritable métamorphose. Les nouvelles constructions s'enchaînent et les activités fleurissent. Moulins, brasseries, tanneries et manufactures de draps. Mais Buchenum perd son statut de capitale de comté au profit de sa voisine, rive gauche, Neuf-Sarverden. Une nouvelle ville construite par les comtes de Nassau, dont la population était protestante. C'est le rattachement de ce territoire à la France qui aboutira en 1793 à la réunion des 2 communes avec la Sarre comme trait d'union. En 3 siècles, Sarre-Union est devenue une charmante petite ville de 3000 habitants au dynamisme exceptionnel. L'enseignement y est quasi complet, de la maternelle au lycée avec les branches générales et plusieurs branches professionnelles. Plusieurs entreprises se sont aussi installées en périphérie de la ville, son accès direct à l'autoroute A4 étant l'un de ses principaux atouts. Les jus de fruits d'Alsace sont aujourd'hui la vitrine de la bonne santé du secteur économique de Sarre-Union. Côté loisirs, une 50aine d'associations sportives et culturelles offrent une multitude d'activités. L'équipe de football évolue en National 3 et est même montée brièvement au niveau supérieur. Une performance remarquable pour une ville de cette taille. Que l'on soit de Buchenum ou de Neuf-Sarverden, aujourd'hui, on est surtout de Sarre-Union. Une union qui s'est consolidée au fil des générations. Voici la Boxbrunne ou Fontaine au Bouc, véritable symbole de Sarre-Union. Inaugurée en grande pompe le 17 août 1851 par le maire Frédéric Flurer, en présence de nombreux invités et de toute la population, cette fontaine a été restaurée depuis.
Pour arriver jusqu'ici, l'eau est captée dans une source éloignée de 3000 mètres de la ville. L'eau jaillit de la partie supérieure de la fontaine. Cet élément a été fondu dans les ateliers de Dietrich en 1848. Elle jaillit également des bouches des 2 boucs allongés sur le bassin circulaire réalisé en grès des Vosges, la pierre emblématique des Vosges du Nord. Ce monument fait partie des plus belles fontaines répertoriées en Alsace. On va tout de suite se mettre en place parce qu'on a très chaud et on a envie de se faire mouiller. Et du coup, je vous laisse avec les explications et on se retrouve tout de suite après. 2 joueurs, munis d'un kawaii, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs, armés d'un pistolet à eau, doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, aujourd'hui, j'ai bien envie de me cacher derrière la table, mais si je me cache derrière la table, je suis juste dans le champ des tirs des pistolets. Du coup, je crois qu'on s'est fait avoir un peu aujourd'hui, Aude. Ouais. Alors, les enfants, est-ce que vous êtes prêts à lancer le jeu? Alors, va bien dans le cerceau, s'il te plaît. Enora, alors, on va quand même se mettre derrière la table pour pas les gêner. Alors, vous pouvez déjà armer vos pistolets. Voilà. Dans le public, on se prépare à les encourager. Et dès que le sifflet retentit, vous pourrez y aller. Allez, c'est parti. Oh punaise. On est vraiment mal positionnés aujourd'hui. Alors, du côté des rouges, ça se passe plutôt bien. Allez les bleus! Les bleus, n'hésite pas à charger plus. Ah, ça a l'air pas mal. Vas-y, continue à tirer. Dans l'équipe bleue, ça a l'air bien parti. Voilà. Alors, du côté des rouges, je pense qu'on s'en sort bien aussi. Ah, j'ai l'impression que ça se remplit bien. J'allais dire, on n'est pas trop touché, mais en fait, si. Faut pas trop pencher, hein. Alors, penche pas trop le bol pour pas faire tomber l'eau. Alors, vous avez encore le temps, donc allez-y, n'hésitez pas à remplir le plus possible. Vous en sortez super bien. Visez bien le bol, hein, bien le bol. Le but du jeu, c'est de remplir le bol, on est d'accord. Alors, dans le public, on peut les encourager. Vous faites un décompte, il reste 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Alors, vous pouvez les applaudir. Alors, venez me rejoindre les enfants. Alors non, on va pas venir devant la table, on va devenir derrière la table. Venez me rejoindre derrière, comme ça on n'est pas devant les caméras. Venez derrière la table. Alors, t'as l'air bien mouillé? Oui. Alors, il me disait tout à l'heure, c'est cool, on a des vestes, on sera pas mouillé. Ben, en fait, si. Alors, je vais vous laisser remplir votre récipient. Et on va voir. Alors, j'ai l'impression que ça a bien rempli quand même. Alors, on va rapprocher les 2 bols. Et j'ai l'impression que c'est les rouges qui sont devant. Alors, vous pouvez les applaudir bien fort. On retourne devant la table. Alors, venez avec moi. Venez avec moi devant. Alors, oui, tous les 3. Zou. Alors, comment s'est passée cette épreuve? C'était rigolo? Oui. T'es rafraîchi? Ouais. Et du côté des rouges, comment ça s'est passé? Bah, c'était bien. On s'est bien parlé. Et, Ouais. donc, ça allait. Ok, super. Et toi, t'es rafraîchi? Oui. Alors, si on fait un petit décompte, je crois qu'on peut dire que c'est les rouges qui l'emportent aujourd'hui parce qu'ils ont remporté tous les défis. On peut les applaudir bien fort. Alors les bleus, rassurez-vous, vous n'avez pas perdu parce que chez Mosaïque, il n'y a pas de perdant. Vous allez tous recevoir un cadeau. Je suis Jean-Louis Schwartz, je suis un enfant de Sarre-Union, né à Sarre-Union. J'ai passé la plus grande partie de ma vie ici à Sarre-Union et je suis heureux d'être accueilli ou de vous accueillir ici dans cette partie de Sarre-Union qui s'appelle la Villeneuve. L'envie de commencer de peindre, c'est ma maman qui me l'a donné, c'est une transmission. Elle dessinait, elle peignait un petit peu, pas beaucoup, parce qu'à l'époque c'était pas le rôle des femmes à la maison, ni des enfants quand elle était jeune fille. Mais elle était passionnée également et douée. Et puis après, ça va tout seul. Ah oui, mais là vous avez vu un travail à l'acrylique.
ce qui est tout à fait nouveau pour ceux qui me connaissent, puisque d'habitude, je suis aquarelliste. Je suis connu comme aquarelliste. J'ai beaucoup travaillé, appris la peinture à travers l'aquarelle. Et puis, c'est une technique qui est passionnante parce qu'elle est particulière. Il y a beaucoup de réflexion qui est nécessaire. Et c'est également une très très belle technique puisqu'elle est basée sur la transparence. On peut me cataloguer dans les peintres figuratifs parce que j'ai toujours dessiné, pas de façon hyper réaliste, mais figurative, avec des accents peut-être d'abstraction. Lorsqu'on fait abstraction, ça ne veut pas dire qu'on est non figuratif, mais c'est une priorité aux couleurs, l'analyse des gris, la réflexion sur les gris, l'importance des couleurs dans la beauté. Pourquoi pas dire la beauté, les gris qui font chanter la couleur. Il y a toujours cette comparaison que je fais avec la musique. Il n'y a pas que des temps très forts et puis il y a également des transitions, ça peut être les gris, il y a des silences, c'est les blancs. Et c'est un petit peu toutes ces réflexions qui m'animent lorsque je suis devant une page, lorsque je fais une aquarelle, que ça soit alors une nature morte ou bien un paysage, bien sûr. Les paysages, comment ne pas s'exprimer à travers les paysages lorsqu'on veut parler de son patrimoine, de sa ville, de sa région. Voilà, c'est ça, un petit peu des sources d'inspiration. Après, il faut se laisser aller un petit peu, rêver, également s'éclater. Voilà. Je pense que il y a le subconscient, il y a l'inconscient, et puis il y a le conscient, et tout ça, c'est un mélange qui permet aux peintres de s'exprimer. Et la condition, c'est quand même d'être sincère, avant tout, de ne pas tricher avec soi-même. C'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le mois de juillet touche à sa fin, c'est déjà la dernière étape de notre périple on tour et on est ravis de finir en beauté à Niederbronn-les-Bains. On va vous faire découvrir cette charmante commune alsacienne et notamment en la survolant avec le drone de Mosaïque. Bienvenue à Niederbronn, la perle des Vosges du Nord. Station thermale de 4500 habitants, son nom Niederbronn, qui signifie fontaine basse, vient de la source centrale, aujourd'hui connue sous le nom de source romaine. Des fouilles archéologiques ont établi l'existence d'une cité romaine avec des installations thermales d'envergure. Le résultat des fouilles est visible au milieu de la ville, à la maison de l'archéologie qui vous raconte l'histoire de la région de la préhistoire au Moyen-Âge. À partir du XVIIIe siècle, Niederbronn-les-Bains et sa région connaissent un essor économique sans précédent grâce à la famille de Dietrich qui développe l'industrie métallurgique avec les fonderies et les forges. Alors que les bains ont de tout temps généré la prospérité de la ville, c'est au XIXe siècle que les thermes connaissent un succès croissant. La société mondaine vient prendre les eaux à Niederbronn-les-Bains. La fréquentation de la station atteint des records. Aujourd'hui, l'établissement thermal oriente son activité à la fois vers un thermalisme hospitalier et de remise en forme. En 1926, la ville est classée station hydrominérale. Elle obtient donc la première autorisation de jeu de casino. Niederbronn est aussi le berceau d'une autre source, la Lise. Commercialisée depuis le début des années 90 sous le nom de Celtic, cette eau minérale a obtenu le label du Parc naturel régional des Vosges du Nord. De nouveaux quartiers continuent de voir le jour. Les efforts d'embellissement et de fleurissement donnent à la ville un cachet accueillant. Curistes, touristes et résidents savourent la douceur tranquille de la cité. Entre forêts, châteaux forts et pitons de grès rose, on profite d'une qualité de vie rare dans un cadre attrayant et reposant. On
On apprécie la source minérale de Niederbronn depuis l'Antiquité. Cette source, dite source romaine, jaillit en plein cœur de la ville devant le casino Barrière. Cette eau minérale de type chloruré, sodique et carbogazeuse est particulièrement indiquée en cure de balnéation pour les atteintes rhumatismales et traumatiques. Compte tenu de la composition de l'eau, l'arrêté d'autorisation d'exploiter impose un avis médical préalable pour les cures de boissons et demande à la commune de veiller à empêcher un accès libre à l'émergence de la source. C'est pourquoi depuis 2008, un aménagement de mise en valeur la protège. Boire de l'eau de Niederbronn, c'est pourtant possible grâce à la source celtique, une eau qui jaillit à 10 degrés. Oligométallique, diurétique, elle est la moins minéralisée de France. Elle opère de véritables lavages rénaux, désintoxique les goutteux, les lithiasiques et les hypertendus. Conseillés pour la préparation des biberons, les habitants de la région n'ont pas attendu la commercialisation de cette eau pour la consommer et des générations d'enfants ont grandi avec la celtique. Si vous vous rappelez, il y a un instant, on devait faire quelques calculs savants pour savoir quelle équipe a remporté le défi qui vient de se passer juste avant. Alors, on a fait les calculs du côté des Bleus. Rappelez-moi combien vous avez fait ? 440. 440. Et du côté des Rouges ? Nous avons 500. Du coup, c'est encore une fois les Rouges qui l'emportent. Alors, on peut les applaudir bien fort. Mais les Bleus vont pouvoir se rattraper sur ce dernier défi qui va tous nous rafraîchir. Vous avez même le droit pour une fois de tirer dans le public si vous voulez. Même sur moi, je vous l'autorise. Alors, on va tout de suite se mettre en place et je vous laisse découvrir les explications de ce dernier défi. 2 joueurs, munis d'un kawé, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs, armés d'un pistolet à eau, doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, on va être bientôt parti pour le défi. Il y a juste une équipe qui met une capuche sur la tête. Alors, on a le clan des capuches aujourd'hui. Alors, on va bientôt être en place. Alors, les filles, vous avez chargé les pistolets ? Les pistolets sont chargés. Donc, Lina, mets-toi bien juste dans ton cerceau. Voilà. Et puis, dès que le sifflet retentit, vous pourrez y aller. Alors, dans le public, on peut les encourager. Alors, n'hésite pas, Margot, à charger un peu plus ton pistolet. Vas-y, charge le plus. Voilà, comme ça. Je vais quand même me mettre un peu derrière la table. Allez Margot, vas-y. Il faut pas bouger autant, Lina, sinon tu vas faire tomber toute l'eau. Alors du côté des rouges, on s'en sort un peu mieux. Voilà, comme ça Lina, c'est parfait, bouge plus. Alors du côté des rouges, on est complètement stoïque sous le bol. C'est parfait, c'est la bonne méthode. Alors Lina a réussi à garder son calme. Il reste 5 secondes, on peut faire le décompte dans le public. 5, 4, 3, 2, 1. Sifflet. C'est fini. Alors les filles, vous pouvez me rejoindre ici. Vous pouvez me rejoindre derrière la table. Alors, on va tout de suite, venez, passez par là, passez derrière. Alors, on va tout de suite découvrir combien vous avez récolté, même si j'ai pas trop de doutes. Lina, tu vas pouvoir remplir ici, passe derrière la table, viens, de ce côté-là, viens là. Voilà, et tu peux remplir le bol devant toi. Vas-y. Alors, et du côté des rouges, on en a pour 5 ou 10 minutes, le temps qu'elles remplissent tout. Hein. Alors, dans le public, vous ne voyez pas, mais si vous regardez dans l'écran en face de vous, vous pouvez voir que sans conteste, c'est vraiment les rouges qui l'emportent sur ce défi également. On peut les applaudir bien fort. Alors les filles, venez avec moi, on va juste repasser devant la table. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit j'aurai la vengeance. Ouais, je pense qu'en coulisses, il va se passer encore plein de choses sur cette émission parce que le public aussi a besoin d'être rafraîchi aujourd'hui. Alors, les filles, en tout cas, vous vous êtes vraiment bien battues aujourd'hui. Maud, tu peux venir de ce côté-là, on va rester par équipe jusqu'à la fin. Alors, comment s'est passé ce dernier défi ? Il était super. Ah je suis contente. Et Lina, alors, tu voulais pas être mouillée ?
Elle me noyait. Et je voyais plus rien, donc... Lina, elle était dans une piscine. Alors, en tout cas, les filles, merci d'avoir participé. Vous n'allez pas repartir les mains vides. Il n'y a pas vraiment de perdants chez nous à Mosaïque. Vous allez toutes repartir avec un cadeau. Alors, Aude est en train de vous les donner. Je m'appelle Michel Rauch, ou Rauch pour les Alsaciens. Rauch du coin d'où je viens, c'est-à-dire le côté est de la Moselle. Mes parents habitent Wittersheim. Et je me suis retrouvé à Niederbronn parce qu'en 6e, le premier cours de sport, j'ai dit « Oh, ça, je vais m'en faire mon métier, ça, c'est encore mieux ». Je n'avais pas de passion pour la photo encore à cette époque. Par contre, tout ce qui était nature m'intéressait. Et quand je suis arrivé à Niederbronn, quand j'ai vu la nature, j'allais dire l'affection des habitants, des enfants, je me suis dit « Oh, mais ça, c'est un petit paradis, là ». Et puis surtout, pas de touristes, rien. C'était encore pratiquement vierge quand on se baladait du côté de la Petite Pierre, rencontrer des cerfs. Dans la région de Niederbronn, rencontrer toute cette tourbière, toute cette variété. Je me suis dit, oh, mais c'est fantastique ici. Il n'y en a pas besoin d'aller, comme diraient d'autres, au Costa Rica pour apprécier la nature. On a tout sur le pas de la porte, quoi, ici. Il y avait un concours des dernières nouvelles sur le thème, la photo, le mouvement. Et puis moi, j'avais pas mal de photos d'oiseaux en mouvement qui se photographiaient eux-mêmes, mais qui étaient en mouvement, quoi, qui volaient. Et il y en a quelques-unes qui étaient pas mal. Et là, j'ai eu le 2e prix ou le 1er prix, je ne sais plus. Donc j'ai fait la couverture des DNA là, pour cette image, ça je m'en souviendrai toujours. Et c'est des encouragements, quoi, à continuer. Ensuite, j'ai été repéré par une agence qui avait vu mes images et qui m'ont téléphoné pour me demander si j'avais un certain stock d'images. Je leur ai dit que oui, j'avais plein de choses. Et ils m'ont invité à monter à Paris pour les présenter. Et alors je suis monté à Paris, c'était en 95, donc j'avais déjà un certain âge. Et je leur ai montré ça, ils m'ont dit pas de problème, on vous envoie le contrat. Et parce qu'à l'époque, ce genre d'image existait très peu, quoi. On avait beaucoup de photos de paysages, de la macrophotographie, mais des photos d'oiseaux comme ça, pris avec un 50 mm, les gens étaient, surtout qu'on avait un beau décor souvent derrière, ça plaisait beaucoup. Moi je suis assez porté sur le document et surtout montrer un peu autour de moi la richesse et la variété de la faune et de la flore, des paysages qu'on a. Il y a encore une fille qui m'a dit l'autre jour, il m'a dit « Ah, je me souviendrai toujours, ne cueille pas cette fleur, ne cueille pas cette fleur, le suivant ne pourra plus l'admirer. » Alors depuis un mois, vous nous avez vus tous les jours à la télé, Sandrine avec la complicité d'Aude et moi, mais vous doutez bien qu'il n'y a pas que nous, il y a énormément de gens, toute l'équipe de Mosaïque qui s'est mobilisée pour réussir à mener à bien les Estival on Tour durant tout le mois de juillet. Alors pour une fois, je voudrais qu'on tourne les caméras vers les membres de l'équipe, qu'on vous les présente, que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Et puis surtout, je voudrais leur dire un immense merci à cette occasion. Alors au cadrage, il y avait Uranie, il y avait aussi Thomas, il y avait Guillaume. À côté de Guillaume, il y a aussi Sylvia qui était notre maquilleuse tous les jours, aussi bien pour les présentatrices que pour les invités. Au cadrage, il y avait aussi Margot. On a réquisitionné aussi des stagiaires et donc on avait Joris et Sébastien à la caméra épaule. Une émission pareille, évidemment, ça nécessite beaucoup de technique. Dans le car régie, il y avait Julien au magnéto, Yvan, notre réalisateur, qui est le chef d'orchestre de ce périple. Il y avait Flora à la vision et Valentin au son.
L'occasion aussi de citer ceux qu'on n'a pas forcément vus mais qui ont œuvré aussi. Il y avait aussi Marie Morgan et puis les reportages de cette émission ont été réalisés par Catherine et Joris et les images aériennes pour les cartes postales ont été filmées par Marc et Julien. C'est déjà la fin des estivales pour cette année. On a adoré passer ce mois de juillet en vadrouille à votre rencontre à vous présenter de magnifiques communes. Le 30 minutes reprend le 29 août, mais d'ici là on vous a concocté un super programme pour cet été à découvrir tous les midis sur Mosaïque. Et on vous souhaite un bel été. Bel été!